Et nous finissons cette émission donc avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons tenter de comprendre quelle est la tendance sur le marché des ETF aujourd'hui. L'Observatoire des ETF, c'est avec Olivier Malteste. Bonsoir Olivier Malteste. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements chez Altéis. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur ce marché des ETF. On va regarder sur les 2 mois précédents, sur l'été, sur juillet et août. Qu'est-ce que vous avez constaté? On peut commencer par la collecte, tout simplement. On peut commencer sur la collecte globalement des ETF sur juillet et août. On est à 53,5 milliards de collecte globalement sur les 2 mois. Ça veut dire que du coup, quand on regarde depuis le début de l'année, on atteint déjà 217 milliards de collecte. Donc 2024, c'était une année vraiment record sur les ETF. C'était la meilleure année qu'on ait jamais observée. Et à la même période, donc à fin août, on n'était qu'à 143. Donc là, 217 contre 143, on voit qu'on a beaucoup d'avance. Et même sur l'année, sur tout 2024, on avait fait 255 milliards. Donc on est a priori sur le point de battre sans trop de problèmes, sauf accident, le record de 2024. Et on pourrait même atteindre les 300 milliards et dépasser les 300 milliards de collecte sur l'année. Donc 53 milliards et demi sur le mois, sur les 2 mois, avec 27 milliards en juillet et 26 milliards et demi en août. D'accord. Une collecte relativement stable. On n'avait que 20 en juin, donc on a une accélération et un retour du coup, une collecte relativement importante sur juillet et août et des volumes relativement stables au global sur l'activité ETF sur cet été. Ça, c'est au global. Si on regarde un peu plus dans le détail, par exemple, c'est quoi les ETF actions qui prédominent largement? Tout à fait. On a toujours une collecte massivement sur les actions. Donc sur l'été, c'est 38 milliards et demi sur les 53 et demi, avec 22 milliards au mois de juillet et 16,5 au mois d'août. Donc une collecte toujours principalement actions. Le mois, donc 10 milliards sur les ETF obligataires globalement. On a eu que 3 milliards, donc c'était une petite collecte sur le mois de juillet côté obligataire et c'est revenu à 7, ce qui est plutôt la norme sur le mois d'août. Donc il y a eu un petit fléchissement en juillet, mais des flux qui sont revenus pendant le mois d'août. Et ça, le sujet ETF obligation et ce fléchissement, on peut le mettre en regard des questionnements qu'on peut avoir sur une dette française, par exemple, ou pas forcément? Alors, non. pas des juillets en fait, pas des juillets globalement. Après, on reverra un peu plus en détail ce qui a collecté plus en juillet et en août sur les volumes en obligataire, mais par moment il y a un peu de fléchissement et de toute façon, historiquement, on a toujours beaucoup plus de flux sur les ETF actions que sur les ETF obligataires. Et donc juillet était un peu bas, mais ça arrive en termes de rotation sectorielle. Il y a eu un retour aussi d'envie de risque globalement sur le mois de juillet, certainement, y compris via les ETF. Bon, et on voit matière première, effectivement, que bon, c'est beaucoup plus restreint que les 2 autres. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus spécialisé, peut-être? Alors c'est ça, donc c'est 3 milliards globalement, très peu en juillet, 600 millions et 2 milliards 4 sur le mois d'août. Ce qui est intéressant à noter quand même sur les matières premières, où effectivement c'est pas généralement là où il y a le plus de flux via ETF, c'est que souvent on a peu de flux sur l'or, et là c'est principalement des flux sur l'or. Alors l'or intéresse évidemment, la classe d'actifs intéresse. Une des réactions que j'avais envie d'avoir, c'est que l'or, on en parle assez régulièrement, ça va de plus haut en plus haut. C'est une classe d'actifs qui progresse beaucoup depuis longtemps. L'ETF est un bon moyen de s'exposer à l'or et finalement ça n'a pas porté plus que ça. Non, alors c'est pas historiquement, c'est ce qu'on voit, c'est pas vraiment porté par l'or. On voit que même quand l'or monte, il n'y a pas forcément des volumes sur les ETF sur l'or. Là, c'est vraiment ce qui fait le gros des matières premières. Il y a très peu de volume sur le pétrole, par exemple, ou sur l'énergie d'une manière générale. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que là, par contre, il y a une collecte quand même relativement importante pour le marché des ETF. Sur les ETF or et surtout essentiellement du coup sur le mois d'août. Bon, et sur les actions, si je reviens sur les actions, on est plus sur des actions américaines. Alors on est sur les actions américaines, mais ce qui a un retour, on a eu une période justement où étonnamment on avait des rachats même nets en Europe sur les ETF américains. Donc là on a confirmation du retour avec des thèmes relativement classiques, donc toujours les grosses capitalisations mondiales, ça c'est toujours ce qui draine le plus de flux. On a un retour du coup sur les grandes capitalisations US, donc ça confirme parce qu'on a eu ça pendant l'été, c'était déjà un retour en juin, mais avant juin c'était beaucoup plus compliqué en termes de volume. On voyait qu'il y avait une envie de sortir un petit peu des actions américaines et certainement des doutes globalement sur la politique aussi américaine au global. L'émergent aussi a toujours été assez recherché en juillet et en août, donc c'est un thème aussi qu'on a vu venir et qui s'est maintenu en termes de flux également sur juillet et août. Il y a un retour aussi sur les valeurs de croissance américaines. Là aussi, on avait eu un moment, un fléchissement aussi sur des craintes de valorisation un peu élevées. Je sais que vous en avez parlé aussi avant, Bien sûr, oui. on a revu des volumes pendant l'été et au mois de juillet sur les actions américaines de croissance globalement. Donc une confiance qui revient de la part des investisseurs ETF sur le sujet, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, sur le mois de juillet, c'est revenu, les flux sont revenus et donc on a retrouvé des choses un peu plus classiques, ce qui n'avait pas été le cas sur la première partie de l'année où on avait beaucoup plus de volume sur l'Europe et des sorties même qu'on avait vues sur les actions américaines. D'ailleurs, on voit des actions, des rachats aussi, toujours sur les moyennes capitalisations américaines. Donc on voit que ça revient quand même sur les grosses capitalisations. Ça reste quand même assez sélectif dans l'univers des actions américaines globalement sur l'été.
Du côté obligataire, alors on en a parlé, il y a des préférences quand même de la part des investisseurs? Alors, il y a des préférences et ce qui est intéressant, c'est que sur le mois de juillet, les flux se sont plutôt portés sur les obligations d'entreprise, y compris sur du high yield, donc une recherche de risque sur le segment obligataire plus que sur du côté un peu protégé de souverain. Et au mois d'août, par contre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les flux sont revenus sur le souverain. Et ce qu'on peut noter, et on le comprend, c'est que c'est plutôt sur des durations courtes, que ce soit sur la zone euro ou sur la zone américaine. Donc il y a une recherche et un retour du coup des volumes sur les obligations souveraines, américaines et européennes, mais vraiment plutôt sur des durations courtes, avec certainement l'idée potentiellement de jouer une baisse des taux, et en tout cas pas prendre de risque non plus de sensibilité sur du plus long terme, avec potentiellement un retour de l'inflation, notamment si la Banque centrale américaine réappuie un petit peu, réenclenche ses baisses de taux. On voit que les flux vraiment sont venus, et c'est ça qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'il y a eu une rotation un petit peu dans des intérêts en termes obligataires entre juillet et août, avec Bien sûr, juillet oui. beaucoup plus risqué, donc des volumes plus faibles mais plutôt risqués, et août par contre un retour sur le souverain. S'il y a un sujet dont on parle moins en ce moment sur les marchés financiers, c'est bien l'ESG qui a été remplacé par l'armement, puis maintenant les questionnements sur effectivement l'intelligence artificielle ou les politiques des banques centrales. Qu'en est-il en matière d'ETF, les investisseurs en ETF? Qu'en est-il des flux ESG que vous constatez? Alors on est revenu, donc c'est le quatrième mois, enfin troisième et quatrième mois pour l'été de positif en termes de collecte, puisqu'on D'accord. avait connu 3 mois négatifs, donc 3 mois de rachat net en termes ESG, donc ça fait 4 mois maintenant consécutifs que les flux redeviennent positifs. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont relativement faibles, toujours globalement. Il y a toujours une grosse différence entre les volumes sur les ETF actions et les ETF obligataires, c'est-à-dire que sur les ETF actions, c'est très très faible. Si on regarde la part des souscriptions et de la collecte nette positive qui vient sur les ETF actifs, pas actifs, mais qui prennent en compte les critères ESG, donc extra-financiers, Bien sûr. on n'a eu que 9% globalement sur le mois de juillet, ce qui est très faible. Ce qui est très faible, L'ordre de effectivement. grandeur est Oui. plutôt en termes d'encours à 19 ou 20%, donc 9, on est très en dessous, et au mois d'août, c'est même inférieur à 4%. Donc c'est vraiment presque anecdotique. Les flux sont positifs, mais ils sont anecdotiques. Sur la partie obligataire, c'est beaucoup plus important, puisque en juillet, on a eu 60% des flux qui se sont concentrés sur les ETF qui prennent en compte ces critères D'accord. extra-financiers. Donc on était sur du coup plutôt des obligations d'entreprise et plutôt des flux vers les obligations d'entreprise. Et donc les investisseurs, par contre, prennent en compte les critères extra-financiers sur le côté obligataire. Et c'est redescendu un petit peu, mais ça reste important. 26% sur le mois d'août, donc plutôt au-dessus des parts de marché. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est toujours très très faible globalement. C'est encore plus faible du coup sur la partie action. Par contre, sur la partie obligataire, ça reste relativement soutenu, notamment lorsque les investisseurs vont vers des obligations d'entreprise. Évidemment, parce que c'est toujours plus difficile de faire de l'ESG au niveau souverain Bien sûr. et prendre en compte Et, les émissions carbone. et ça, alors effectivement, ça n'apparaît pas sur le graphique, mais ça peut s'expliquer parce que c'est une réelle demande des investisseurs ou parce que l'offre est peut-être plus structurée aussi sur la partie obligation d'entreprise. Certainement, oui, certainement, parce que ce qu'on voit globalement, c'est que la demande fléchit sur l'ESG, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on observe, surtout depuis 2022, qui a marqué un temps d'arrêt, puisque c'était l'année où il ne fallait pas faire de l'ESG, il fallait faire plutôt de l'énergie carbonée. Bien sûr. Et donc, ça a vraiment marqué en termes de performance, et donc il y a eu un flux qui a vraiment fortement baissé. 2023 était plus compliqué aussi, parce que c'était vraiment l'année tech. Et donc, souvent, les problématiques et les environnements, les stratégies ESG excluaient une partie des entreprises tech. Et ce qu'on voit, c'est que ça a du mal à revenir, alors que les années précédentes étaient très, très bonnes. Et on voyait vraiment, vraiment un flux très important, une part très importante des investissements qui allait plutôt vers l'ESG. On voit que ça a fléchi et que ça continue du coup de rester compliqué en termes de demande globalement par les investisseurs. Si on regarde par société émettrice, où est-ce qu'on en est en matière de flux? Est-ce que BlackRock est toujours le premier émetteur d'ETF, Olivier Toujours, Malteste? Oui, BlackRock toujours. a toujours été premier, donc en Ça ne change juillet, pas. une autre. Alors il y a eu des Oui. mois où ils n'étaient pas premiers, mais là globalement ils sont restés premiers. Ce qui est assez étonnant et ce qui est assez à souligner en fait sur BlackRock ou sur les gros émetteurs globalement, c'est que ce qui est compliqué vu les parts de marché qu'ils ont, c'est d'arriver à continuer à garder les parts de marché sur les collectes mois après mois. D'accord. Souvent, les premiers émetteurs du coup perdent un peu en part de marché, puisqu'il y a quand même beaucoup d'intervenants et aussi qui viennent chercher sur des thématiques ou sur des choses un peu particulières. Et là, sur juillet et août, les volumes de BlackRock sont en ligne, un tout petit peu en dessous, mais vraiment proches de leur part de marché, ce qui est quand même un résultat relativement important. Si on regarde sur tout l'été, DWS arrive en deuxième position, alors qu'ils sont troisième en termes d'encours, donc c'est plutôt un bon été pour DWS. Amundi troisième. En fait, Amundi a fait un bon mois de juillet et un peu plus en retrait sur le mois d'août, puisqu'il se place que septième globalement sur le mois d'août en termes de D'accord. collecte,
alors que c'est le deuxième en termes d'encours sur le marché européen. Et donc voilà, donc depuis le début de l'année, on a donc BlackRock toujours premier, Amundi deuxième, Vanguard qui arrive à prendre la troisième position, et DWS quatrième. Donc on voit des collectes qui sont relativement en ligne avec les tailles. Avec juste Vanguard qui depuis le début de l'année fait quand même une bonne année et arrive à se placer en troisième position, donc au-dessus de son classement en termes d'encours. C'est le même constat sur l'ESG en matière d'émetteurs ESG Non, alors sur l'ESG, c'est tout à fait différent. C'est aussi pour ça qu'on sépare, parce que ça nous intéresse de regarder. Alors, BlackRock est premier. D'accord. Pas toujours le cas, là, pour le coup. Ils sont premiers à la fois en août et en juillet, et à la fois depuis le début de l'année. On a BNP qui est deuxième depuis le début de l'année. Donc, on sait que BNP fait très attention à avoir une gamme vraiment très en lien avec l'ESG, très actif sur le côté ESG. Ils arrivent, du coup, à être deuxième depuis le début de l'année en termes de collecte, alors qu'ils sont cinquième en termes d'encours, spécifiquement sur l'ESG. JP Morgan est quatrième depuis le début de l'année. L'année dernière, ils avaient été premiers. Ils étaient très, très bons, très, très actifs sur l'ESG. Donc, on voit aussi qu'il y a plus de rotation globalement sur le thème de l'ESG en fonction des thématiques un peu plus à la mode ou un peu plus du moment. Et on voit qu'il y a un peu plus de mouvement. Fidelity, par exemple, qui est un acteur un peu plus petit sur le thème de l'ETF, est troisième du coup sur l'été et troisième depuis le début de l'année en termes de collecte ESG. Un mot peut-être sur les lancements d'ETF. Qu'est-ce que vous avez constaté, Olivier Maltès, cet été? Est-ce qu'il y en a eu plus? Est-ce qu'il y en a eu moins que sur les mois précédents? Alors, il y a eu 43 lancements sur l'été, donc c'est relativement important. C'est dans la moyenne plutôt positive. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y en a eu 35 en juillet, donc un mois de juillet très actif, uniquement 8 au mois d'août. Ce qui n'est pas forcément lié aux vacances, puisque après, une fois, ça prend du temps à structurer, à lancer, donc voilà. Mais en fait, on a eu un mois de juillet très, très actif et un mois d'août un peu plus calme en termes de collecte. On a 33 ETF actions, 10 ETF obligataires. Et ce qu'on regarde aussi, ce qu'on aime bien regarder, c'est si les émetteurs continuent d'émettre aussi sur la problématique et les questions ESG. Donc, on a 6 ETF qui prennent en compte des critères extra-financiers, qui ont été sur les 43 qui ont été émis, et donc en termes de nouveaux ETF. Donc toujours beaucoup d'actions, toujours un petit peu de ESG, et un mois de juillet beaucoup plus actif que le mois d'août, mais globalement une bonne facture en termes de création de produits. Et alors, comment est-ce que vous vous positionnez, vous, chez LTIS, dans ce contexte? En termes de positionnement, alors on est prudent depuis plusieurs mois, on reste prudent depuis avril-mai, en fait, notamment parce qu'on a trouvé que le rebond action était un peu violent et un peu rapide, étant donné le contexte un peu économique. Donc sur les profils qui sont diversifiés en termes d'actions-obligations, on a tendance à surpondérer un petit peu les obligations. En termes d'actions, le dernier mouvement qu'on a fait, c'est de sortir et d'arrêter notre surexposition sur les valeurs européennes, de manière à se protéger un peu des actions françaises. Finalement, on a un Premier ministre plus rapidement que prévu, mais on n'est pas complètement à l'abri d'une dissolution et on attend évidemment la notation de Fitch. On se dit qu'il pourrait y avoir un petit peu de volatilité, donc on a pris nos gains sur la surexposition européenne qui était plutôt bien vue. On reste aussi défensif sur le côté action américaine, puisqu'on garde une partie en equally weighted pour limiter un petit peu le poids des valeurs technologiques. On se dit que si on a raison sur le fait d'être prudent globalement, les valeurs qui pourraient souffrir le plus seraient les valeurs technologiques qui ont le plus performé, qui sont les plus chères en termes de valorisation. Donc on est plutôt prudent. Sur la partie obligataire, pareil, on essaie de diversifier un peu plus la partie obligataire d'entreprise en retirant et en baissant un petit peu aussi le poids des entreprises françaises, toujours pour traverser un petit peu cette période d'incertitude. Et vous serez à Patrimonia. Exactement, on sera à Patrimonia dans 2 semaines, donc on sera Hall 48, H48 pour les gens qui veulent nous voir, les CGP notamment, pour expliquer notre offre et les solutions qu'on a à proposer de manière à utiliser les ETF pour les CGP, les multifamily office notamment. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir et à prendre même rendez-vous avant si vous voulez en nous contactant directement sur les réseaux pour bloquer un créneau. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous présenter cette offre Altéis. On suivra ça à Bismart également à Patrimonia. Merci beaucoup Olivier Maltès, directeur des investissements chez Altéis. Merci à vous d'avoir suivi Smart Bourse en direct et je vous donne rendez-vous lundi à 17h pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct sur Bismart for Change.